Bonjour et bienvenue dans cet enseignement du diplôme universitaire enseignement pratique pluridisciplinaire de santé connectée avec un enseignement consacré à l'hypertension artérielle et au rôle de la santé connectée pour la gestion de l'hypertension. Alors on est en compagnie du professeur Xavier Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue à la Pitié-Salpêtrière, on dira plutôt hypertensiologue parce que vous êtes un des spécialistes français de l'hypertension artérielle et vous êtes également président de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle et vous vous intéressez particulièrement à l'hypertension artérielle et à la santé connectée, les liens entre les deux depuis quelques années. Vous allez nous présenter ce que peut apporter la santé connectée pour l'hypertension artérielle avec des exemples concrets qui sont aujourd'hui supportés par cette fondation de recherche sur l'hypertension artérielle dont vous êtes président. Merci. Effectivement, l'hypertension artérielle en France et dans le monde, c'est d'abord la maladie chronique la plus fréquente. En France, 12 millions d'hypertendus sont traités, ont pris ce matin au moins un médicament pour soigner leur hypertension artérielle. Et si l'on compare ce chiffre de 12 millions aux 3,5 millions d'asthmatiques, aux 3 millions de diabétiques, on voit bien que s'occuper d'hypertension, s'occuper de patients hypertendus, c'est une réponse en termes de santé publique absolument essentielle. La deuxième caractéristique de l'hypertension aujourd'hui en France, c'est que c'est une pathologie des sujets âgés de plus de 55 ans. 82% des hypertendus traités sont âgés de 55 ans et plus. 30% des hypertendus traités sont âgés de 75 ans et plus. Ce problème d'âge, de vieillissement, je dirais, de la population des sujets âgés est un des ressorts de la problématique complexe qui va unir la e-santé avec l'hypertension artérielle. La e-santé est conçue par des geeks, des jeunes, et elle est conçue et doit être destinée pour des utilisateurs qui ne sont pas des utilisateurs forcément au quotidien des différents produits qui émergent de la e-santé. Le troisième élément qui est très important à considérer, c'est qu'en France, il y a un déficit de prise en charge chez ces 12 millions d'hypertendus traités. C'est tout à fait extraordinaire de constater que seulement 55% des hypertendus traités sont contrôlés, c'est-à-dire atteignent les objectifs fixés par les recommandations nationales et internationales concernant le contrôle tensionnel. Ce chiffre de 55% est à comparer avec celui que l'on retrouve chez nos voisins grands-bretons. En Angleterre, 64% de la population des hypertendus traités sont contrôlés. Et on peut trouver au Canada, dans certaines provinces, 82% de patients traités et contrôlés. Ce déficit de prise en charge peut-il être amélioré par la e-santé? C'est une des problématiques que nous nous sommes posées à la Fondation de recherche sur l'HTA. Alors la e-santé en HTA, dans ce schéma bien connu du docteur Lucas du Conseil de l'Ordre, la e-santé va comporter la télésanté, la m-santé, la télémédecine, la robotique. Ce que je veux vous présenter dans cette leçon, ce sont les particularités, les développements qui ont pu avoir en relation avec l'hypertension artérielle en m-santé et en télémédecine. Alors la m-santé aujourd'hui, si l'on fait un très rapide état des lieux, on a une chance, c'est que nous avons pour mesurer la pression artérielle des développements qui ont été ceux des tensiomètres automatiques et électroniques. Le développement des tensiomètres électroniques, ce sont des appareillages qui sont au point, qui sont valides depuis une vingtaine d'années. Et depuis une poignée d'années, 5-6 ans, s'est vu se développer la connexion de ces tensiomètres vers d'autres sources d'informations. Et ce tensiomètre connecté, c'est un des grands particularités, d'une grande spécificité de l'hypertension artérielle et de la e-santé. La deuxième type d'outils qu'on a vu se développer, ce sont les applications qui sont utilisables sur tous les supports, tablettes, autres smartphones. Et ces applications, dans le domaine de l'hypertension, ont été fort nombreuses. Commençons donc par le tensiomètre connecté. Le tensiomètre connecté a vu apparaître un historique très intéressant. Très intéressant car il s'est trouvé que les premiers tensiomètres connectés émanaient d'industriels qui n'étaient pas issus du monde de la tensiométrie.
deux grandes industriels, enfin des petits industriels, mais des grandes marques, iHealth et Withings, ont en effet, dans les années 2010-2012, laissé dans le grand public un outil qui était un tensiomètre, mais un tensiomètre dont l'usage était destiné au grand public et au gros public en bonne santé. L'usage donc de ce tensiomètre connecté n'était pas autre chose que de permettre à tout un chacun en bonne santé de surveiller un paramètre parmi d'autres, et ce paramètre, c'était la pression artérielle. Il ne faut pas oublier que Withings, pour ne citer que lui, a connu son heure de gloire avec une balance connectée. Et en fait, le développement des tensiomètres est venu après celui de la balance connectée. Donc un paramètre de plus pour les bien portants, avec une idée qui était de pouvoir faire rentrer la mesure de la pression artérielle dans un quotidien ou dans un hebdomadaire, comme celui de la mesure du poids avec une balance connectée. Il n'y a pas de volonté à développer un usage médical pour ces industriels. Et c'est par la suite que les acteurs traditionnels dans la tensiométrie, les grandes marques, Omron, Microlife, Spengler, Terraillon, qui étaient des marques qui avaient mis au point des tensiomètres depuis une vingtaine d'années, se sont mis à produire des marques plutôt des produits haut de gamme dans leur gamme de produits, qui étaient des produits qui avaient, en plus de la tensiométrie, la connexion. L'usage de ces appareils de tensiomètre n'est pas du tout celui des nouveaux acteurs. C'est l'usage de pouvoir utiliser ces appareils chez les hypertendus dans le cadre de la prise en charge de l'hypertension artérielle, car, comme vous le savez sans doute, l'auto-mesure de la pression artérielle est aujourd'hui, depuis en France l'année 2004 et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, une recommandation pour la prise en charge initiale et pour le suivi des patients hypertendus. C'est donc dans le cadre de programmes de surveillance standardisés que ces tensiomètres connectés, de ces marques d'appareils de pression artérielle, ont essayé de rentrer dans le monde de la e-santé. Alors, c'est deuxième point dans la M-santé, c'est les applications. Les applications les plus nombreuses que l'on peut trouver sur les stores d'applications, c'est ceux pour mesurer la pression artérielle. Vous tapez blood pressure et vous aurez une centaine d'applications différentes. Je vous ai mis le top 5 de ces applications: blood pressure checker, finger prong blood pressure, finger blood pressure checker. Vous voyez bien une chose, il y a toujours le mot doigt qui est mis en avant sur ces applications, car effectivement, ça utilise l'écran du smartphone ou l'écran de la tablette pour positionner le doigt sur un capteur qui apparaît en tout cas indiqué comme un capteur, et ces applications donc ont le claim de pouvoir mesurer la pression artérielle. Ces applications sont un réel succès commercial. Et là, les 5 premières sont plus du million de téléchargements, ce qui conduit d'ailleurs à les rendre complètement inutilisables parce que tous les clics, vous avez une publicité. Le problème de ces applications, c'est que ce sont des applications bidons. Peut-être que les publicités font baisser la tension artérielle. Alors, écoutez, c'est en fait plus que ça. Nous avons, à la Fondation, testé 3 de ces applications selon les procédures habituelles d'évaluation des appareils de pression artérielle. Et vous nous dites que ça ne marche pas du tout. Alors, c'est pas que ça ne marche pas du tout, c'est que le chiffre qui est donné est un chiffre qui est donné d'abord dans un certain intervalle de pression artérielle. Ces applications ne peuvent pas donner un chiffre qui soit inférieur à 110 et supérieur à 129. Alors c'est déjà très intéressant pour la systolique. Et donc si vous êtes un individu normal et que vous mesurez votre pression artérielle, vous avez l'illusion de la mesurer avec ces capteurs-là, eh bien vous vous direz, ma pression artérielle, elle est à 125, ah ben oui, c'est la pression artérielle habituelle de mon médecin. Nous avons donc testé dans des populations d'hypertendus, avec des patients qui ont 150, 160 de pression artérielle, mais aussi d'hypotendus, de gens qui ont moins de 110 de pression artérielle, et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument aucune relation et que les chiffres donnés sont des chiffres donnés de façon aléatoire. C'est bien des fake apps. S'ils font ça pour rire ou pour surtout, malheureusement, pour les utilisateurs, les tromper parce que cette pression artérielle ne correspond pas à la pression artérielle de patients qui auraient besoin, effectivement, d'avoir de réelles
mesure de pression artérielle. Donc aujourd'hui, les capteurs autres que le capteur qu'on peut avoir dans un brassard classique d'autotentiomètre ne doivent pas être utilisés pour la mesure de la pression artérielle. À ma connaissance, en octobre 2017, je n'ai pas la preuve que les capteurs autres que les brassards soient des capteurs fiables pour la mesure de pression artérielle. Alors, la deuxième type d'application, c'est les applications surveillance santé. Alors là, vous allez trouver sur les stores un grand nombre d'applications. Je vous en ai sélectionné 2, c'est celles qui sont le mieux notées, vous le voyez, 4,6. Ces applications ont un réel succès commercial, plus d'1 million de téléchargements. En fait, quand on regarde le détail de ces applications, on est là dans des applications carnet de bord. C'est-à-dire que les concepteurs proposent un carnet qui est un carnet numérisé permettant à tout un chacun de noter entre autres sa pression artérielle, mais aussi d'autres paramètres qui sont là pour suivre la bonne santé. Est-ce que ces applications surveillance santé sont utiles chez l'hypertendu? Il faut voir qu'un certain nombre d'applications surveillance santé ont voulu prendre une option médicalisée, par exemple cette application iResult qui a été coachée, enfin en tout cas prévue, organisée par des universitaires parisiens de l'hôpital Pompidou, en association d'ailleurs avec un vendeur d'appareils connectés qui a été le financeur de cette application-là. Withings, exactement. Donc maintenant Nokia. Oui, à l'époque où c'était Withings, parce que maintenant je pense qu'ils ne sont plus derrière le financement de cette surveillance médicalisée, permettent en tout cas à un individu de se connecter gratuitement à un site qui va lui permettre de donner la moyenne des chiffres automatisés et de faire un premier diagnostic, un diagnostic qui n'est pas confirmé d'ailleurs par une consultation médicale, donc c'est en quelque sorte une application d'un niveau un peu supérieur à celle des applications de surveillance santé qui n'ont pas du tout autre chose que de relever les paramètres et de les comparer. Là, il y a un diagnostic qui est proposé, une comparaison par rapport à des normes. Alors, d'autres types d'applications, et là j'en parle avec d'autant plus de plaisir et de satisfaction, que c'est la Fondation de recherche en hypertension artérielle qui, depuis 2014, s'est lancée dans une réflexion en disant il faut que la Fondation soit présente sur le marché des applications santé, en relation avec la prise en charge de l'hypertension. Et il y a eu un développement concernant le dépistage du risque d'hypertension. Alors, c'est un concept qui est différent de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ce n'est pas de savoir mesurer la pression artérielle, mais cette application est en fait une application qui contient un algorithme basé sur des publications scientifiques de très haut niveau, les publications de la grande cohorte de Framingham aux États-Unis, qui a une très grande expertise concernant l'estimation du risque de maladie cardiovasculaire, mais aussi du risque de survenue d'une hypertension. Cette application a été, je dirais, customisée pour la population vivant en France métropolitaine. Elle a été améliorée d'un certain nombre de systèmes pour la rendre complètement utilisable en autodépistage, et en particulier, il y a une connexion avec un autotensiomètre qui est en Bluetooth et permet d'avoir une manipulation qui, en tout et pour tout, dure moins de 10 minutes. Et en moins de 10 minutes, le sujet qui se prête à l'usage de Predicta est capable de pouvoir estimer à 5 ans son risque de devenir hypertendu selon un code qualitatif et non pas quantitatif sur les codes vert, rouge ou orange, le code feu tricolore qui permettent de dire il y a ce risque ou pas. Il se trouve que cette application est actuellement en développement à très large échelle dans un programme où 60 000 individus vont être dépistés dans le cadre, je dirais, de la médecine du travail, dans une profession qui est celle des boulangers. Et donc, l'ensemble des métiers de la boulangerie se prête actuellement, depuis quelques mois, à l'évaluation et à l'utilisation grandeur réelle de cette application Predict HTA. Enfin, il existe de plus en plus d'applications qui vont aider au suivi des patients hypertendus. Là aussi, je suis assez content et fier de pouvoir vous montrer une des dernières réalisations
de la Fondation de recherche en hypertension artérielle sur une application qui s'appelle Evalops. Evalops veut dire évaluation de l'observance. Cette application, qui est téléchargeable sur Google Play et Apple Store, permet de pouvoir évaluer l'observance et pouvoir aussi rechercher les causes d'inobservance. Cette application est utilisable par le professionnel de santé devant son patient ou en autotest pour les patients qui voudraient évaluer leur observance. Alors, sur quoi est basée cette application? Elle est basée sur l'usage de l'échelle visuelle analogique, qui est très connue des médecins pour pouvoir être utilisée comme évaluation lorsque l'on veut évaluer la douleur, par exemple. Et à la question très précise, combien de jours avez-vous pris votre traitement au cours des 15 derniers jours? On demande de pouvoir bouger le curseur et de mettre le curseur à droite si le patient a pris tous les jours son médicament, ou de le mettre à l'extrême gauche si on n'a pris aucun. Vous pourrez remarquer qu'il y a en fait 15 gélules qui sont là pour pouvoir même permettre à l'individu qui fait l'évaluation de compter le nombre de jours où il n'a pas pris son traitement, ou tous ses traitements en tout cas. Alors le résultat est extrêmement rapide, sous la forme d'observance correcte, basée sur une évaluation très valable sur le plan médical, d'un travail qui a permis d'évaluer ces échelles visuelles analogiques contre pilulier électronique. Donc on est bien dans des évaluations et des applications qui ont vraiment une destination médicale, qui ont un testing qui a essayé d'être basé sur les données de la science et qui ne sont pas sur le gadget. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil pour le médecin. Un outil pour le médecin qui va lui permettre, après la première étape de l'observance, de l'évaluation, s'il en a besoin, de rechercher les causes d'inobservance en utilisant les questionnaires d'inobservance qui sont bien connus des médecins qui travaillent dans le domaine de l'observance. On pose des questions qui sont très standardisées. Et par exemple, la question 4, vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours, votre mémoire vous fait défaut, est une question qui est très pertinente en termes de dépistage de l'inobservance. Si l'usager clique sur le oui, eh bien, il aura à ce moment-là une petite phrase de coaching qui lui permettra en plus de tenter de corriger le problème de l'inobservance. Là, par exemple, la réponse à la question... mais non, ce n'était pas cette question-là d'ailleurs, excusez-moi, mais ça c'est pour une autre question où il était demandé si le patient avait parfois oublié son traitement au cours des 15 derniers jours. Il vous arrive d'oublier votre traitement. Une astuce est de préparer dans un pilulier tous les traitements pour la semaine. Donc voilà, c'est du coaching de base, mais qui va permettre de donner, par le biais de l'application, un moyen ou pour le professionnel de santé ou pour le patient de pouvoir tenter d'améliorer l'observance. Donc l'analyse est faite rapidement, 2 causes d'inobservance chez ce patient. Il y a à la fin une synthèse qui est proposée pour le professionnel de santé ou pour celui qui pourrait organiser une étude plus large avec un envoi des données, ce qui n'est pas actuellement le cas sur l'application telle qu'elle est faite là, mais qui pourrait être développée pour des études à plus large échelle permettant de colliger ces données sur des bases de santé sécurisées. Alors, cette partie de la e-santé en ML, c'est donc terminé. Attaquons maintenant la télémédecine et son rôle potentiel dans l'hypertension artérielle. Alors, on a beaucoup entendu parler de la télémédecine et de son rôle dans l'insuffisance cardiaque, dans le cas du diabète. Et là, vous allez nous expliquer que la télémédecine pourrait être utilisée dans le cadre du traitement de l'hypertension artérielle. Alors effectivement, je vais vous en parler alors qu'aujourd'hui, les autorités sanitaires en France n'ont pas inclus l'hypertension artérielle dans les pathologies pour lesquelles des expérimentations sont en cours depuis 2014. Donc il y a là une volonté de la Fondation de recherche en hypertension artérielle de pouvoir mettre au point une solution. Cette solution, elle sera testée par la Fondation de recherche en hypertension artérielle avec des financements qui sont des financements de l'État, des ARS, et car la Fondation s'est associée à une ARS, l'ARS Bourgogne, qui est devenue l'ARS Bourgogne-Franche-Comté en 2016, pour pouvoir mener
une étude pour valider cette solution. Et ce que j'aimerais vous proposer là, c'est au fond une réflexion un peu plus générale pour se dire pourquoi l'hypertension artérielle se prête bien à la télémédecine. La télémédecine, dans sa définition, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication. Vous êtes bien au fait de cette définition. Donc la télémédecine s'appuie très souvent sur l'usage d'appareils connectés. On l'a vu, les appareils connectés pour l'hypertension artérielle, nous en avons un, ce sont les tensiomètres. Donc nous avons déjà la saisie de ce paramètre de façon, je dirais, organique. Deuxième élément, la télémédecine, elle permet d'établir un diagnostic, de requérir un avis spécialisé. Nous avons donc conçu notre programme pour pouvoir répondre à ces deux objectifs, établir le diagnostic, requérir l'avis. On est donc dans la télésurveillance et dans la téléexpertise. Les actes principaux de télémédecine, qui sont la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance médicale, notre solution, nous l'avons réfléchi comme étant une solution qui réponde au moins aux deux items, téléexpertise et télésurveillance. Alors, concevoir un programme de télémédecine dans l'hypertension artérielle, c'est au fond très facile, car il y a de très nombreuses guidelines. Des très nombreuses guidelines qui sont extrêmement récentes, émanant des autorités sanitaires, de la DGOS, de la Haute Autorité de Santé. Ces documents sont des documents qui sont une mine de renseignements. Je ne vais pas vous les détailler, ça sera probablement fait dans d'autres cours de ce DU, mais j'aimerais pouvoir vous montrer, au fond, à quoi peuvent aboutir les réflexions qui mènent à mettre au point une solution de télémédecine avec télésuivi et téléexpertise. Notre programme s'appelle INOTA, Innovation dans l'hypertension artérielle, mais aussi INOTA parce que le partenaire industriel de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle est un professionnel des plateformes de télémédecine, la société Innovelan, qui est dans la région lilloise. Donc, nous sommes partenaires de la société Innovelan pour mettre au point cette solution. Cette solution, elle comporte en fait 3 entrées possibles. Une entrée qui est l'entrée patient, avec un patient qui est équipé d'une tablette, une tablette extrêmement standard, tablette qui est connectée à un tensiomètre qui va pouvoir avoir une connexion Bluetooth, mais avec un mode qui est aussi un mode échec pour pouvoir permettre d'outrepasser les problèmes technologiques qui existent tout de même dans les meilleures solutions de télémédecine. Et cette tablette va comporter un certain nombre de questionnaires qui vont permettre au patient d'évaluer son observance, d'évaluer sa consommation excessive de sel, un point qui est très important dans l'hypertension artérielle et sa surveillance en particulier lorsque l'hypertension est mal contrôlée, et puis bien évidemment d'évaluer le niveau tensionnel en utilisant la méthodologie de l'automesure tensionnelle. Ce n'est pas le point le plus important du programme. Ça, c'est le programme pour sa partie télésurveillance. Mais le point de téléexpertise a conduit à développer une plateforme, sur une plateforme de télémédecine sécurisée, un outil de téléexpertise automatisée que nous avons appelé un simulateur d'application des recommandations. C'est réellement un travail de grande originalité que le conseil scientifique de la Fondation de recherche sur l'HTA a pu développer pour se dire, dans l'hypertension artérielle, pour lutter contre un des problèmes qui est celui de l'inertie thérapeutique, nous savons que les professionnels de santé ont du mal à appliquer des recommandations qui sont des recommandations pour lesquelles les standardisations permettent de faire un algorithme qui permettra de comparer la prescription avec ce qui serait idéal dans ce type de situation individualisée par comparaison aux recommandations. Il y a aussi une téléexpertise plus classique avec un spécialiste de l'hypertension artérielle. Cette téléexpertise est organisée par la plateforme de télémédecine. Elle est réalisée dans le programme INOTA de façon asynchrone, donc ce n'est pas de la téléconsultation, c'est de la téléexpertise asynchrone qui va permettre au médecin généraliste, qui est le pilote de ce programme INOTA dans l'utilisation, de pouvoir suivre l'ensemble des éléments qui sont saisis par le patient dans la télésurveillance, mais aussi de pouvoir avoir les avis de téléexpertise. Les avis de téléexpertise sont donc de deux natures, le simulateur d'application des recommandations HTA,
Il y a un recueil de les prescriptions des antihypertenseurs, il y a des codifications de la prescription sur les codes ATC, il y a des comparaisons de la prescription aux recommandations HAS, et il y a une concordance entre la prescription et les recommandations qui ont fait l'objet d'un gros travail d'ergonomie pour pouvoir faire apparaître cet ensemble d'informations émanant de la télésurveillance ou de la téléexpertise sous la forme de widgets avec toujours des codes couleurs qui permettent de dire qu'à un instant donné, le patient se trouve dans une situation de simulation de prescription dans le vert, dans le orange ou dans le rouge, et le médecin peut online changer les options thérapeutiques qui seraient celles qu'il proposerait à ce patient pour pouvoir savoir si ces changements d'options thérapeutiques le conduiraient à le faire rentrer dans le vert alors qu'il était initialement dans le orange et dans le vert. Donc on est bien dans une télé-expertise automatisée. L'algorithme qui a derrière tout ça est une conception de la Fondation de recherche sur l'HTA et c'est la réelle valeur ajoutée du programme Inota. Alors ce programme Inota, cette solution Inota, elle est aujourd'hui mise au point, développée. C'est une solution qui aura marquage CE, bien évidemment, et qui roule, entre guillemets, qui marche sur une plateforme de données personnelles de santé sécurisée, avec tous les accords qui sont ceux nécessaires à pouvoir travailler sur une région territoire de santé numérique qui a été sélectionnée par la DGOS comme étant l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc partenaire financier d'ailleurs de ce programme, qui est à 50-50, financé par la Fondation et par l'ARS Bourgogne sur des financements, article 36 de l'appel à projet 2014 de la DGOS. Appel à projet pour faire quoi? Au-delà du développement de la solution, eh bien, au développement d'une étude Inota 1, qui est une étude Proof of Concept, qui va être menée en 2018. En réalité, l'inclusion des patients se fera fin 2017. C'est une étude clinique interventionnelle, randomisée en cluster, avec un calcul d'effectifs permettant de pouvoir trouver la démonstration de l'avantage d'Inota sur un groupe de patients de 280 hypertendus traités non contrôlés. C'est le critère d'inclusion pour l'étude Inota 1. Ce ne sont pas tous les hypertendus, c'est une frange de l'hypertension chez lesquels on aimerait pouvoir obtenir un meilleur contrôle tensionnel. 30 médecins généralistes participeront à partir de 15 maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont nos partenaires, partenaires de la Fondation pour ce grand projet très ambitieux. 15 maisons de santé, 30 médecins généralistes et 280 hypertendus qui seront donc randomisés de façon disproportionnée, non équilibrée entre deux groupes, le groupe dit TE1 et le groupe dit TE3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que les médecins, qui seront dans le groupe TE1 auront la télésurveillance pendant 3 mois pour leurs patients, auront la téléexpertise dès la fin du premier mois, alors que les médecins qui seront, eux, dans la maison de santé avec le groupe TE3 n'auront la téléexpertise que seulement au terme du protocole. En quelque sorte, ce groupe sera le groupe contrôle permettant de pouvoir, on l'espère, avoir comme critère principal un pourcentage de patients hypertendus contrôlés qui, selon les publications qui ont déjà été réalisées dans ce type d'aide, d'expertise pour l'hypertension artérielle dans les pays anglo-saxons essentiellement, permettront d'avoir une amélioration en principe de 20% dans le groupe ayant la téléexpertise par comparaison au groupe qui n'a que la télésurveillance. Donc un certain nombre de critères secondaires seront bien évidemment utilisés, qui sont les critères de coût, qui sont les critères d'indice de satisfaction, qui sont tout à fait indispensables pour que les autorités sanitaires puissent le jour venu pouvoir donner un crédit à cette étude Proof of Concept, qui n'est pas uniquement la démonstration de son bénéfice, mais aussi de la démonstration d'un certain nombre d'aptitudes avec tous les critères qui sont ceux importants de santé publique qui, en termes de télémédecine, reste le frein à l'acceptation par les autorités sanitaires du remboursement de ces actes de télémédecine dans l'hypertension artérielle. Voilà le détail du protocole. J'aimerais juste le synthétiser en vous disant que Inota 1, c'est 2 visites médicales, 3 téléexpertises potentielles, 4 séquences de télésurveillance qui sont proposées aux patients, et c'est 3 mois de suivi. Donc,
Voilà en tout cas une originalité d'un programme comme Innota 1 qui a été très réfléchi par le conseil scientifique. Nous n'avons pas l'ambition de pouvoir proposer un outil de télémédecine dans la maladie chronique hypertension pour un patient ad vitam aeternam. Nous sommes dans un programme de télémédecine qui sera d'un usage aigu au cours d'une maladie chronique. Et je crois que ce point-là est très important. Ça sera probablement une des spécificités d'un programme dans l'hypertension artérielle par comparaison au programme que l'on peut voir de télémédecine dans le diabète en particulier ou dans l'insuffisance cardiaque. Alors j'aimerais terminer cet exposé en vous disant que les programmes de télémédecine et les projets de télémédecine en HTA peuvent bénéficier de financements qui sont des financements issus, on l'a vu, du monde des autorités sanitaires. La DGOS a donné des financements avec les plans actuels de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui viennent juste d'être connus. Les financements des expérimentations vont s'arrêter concernant la télémédecine. Donc, il faut trouver des financements ailleurs pour l'expérimentation. Et ça a été, par exemple, l'appel à projet de la Fondation de recherche en HTA en 2016 qui avait comme intitulé « Santé connectée hypertension ». On était un peu inquiet en lançant cet appel à projet puisqu'on se disait « Mais est-ce qu'il y aura des projets ?» Et nous avons été très agréablement surpris de voir que 12 projets avaient été reçus. Une évaluation par les experts internationaux ont conduit à la sélection d'un projet pour la femme enceinte télésurveillée hypertendue par automesure télétransmise de la pression artérielle. Le support de la commission scientifique de la Société française de télémédecine, qui est un partenaire, je dirais, presque indispensable dans tous les projets de télémédecine qui essayent de voir le jour aujourd'hui dans les maladies chroniques, permettra d'avoir pour ce projet une subvention de 120 000 € et qui est largement insuffisant pour mener un projet de cette nature. Mais je sais que l'investigateur principal, le docteur Denol, a pu trouver des budgets complémentaires et ce projet va débuter enfin, je dirais, fin 2017 pour des résultats qui, je l'espère, nous permettront d'avoir un programme de plus avec une validation d'une solution au courant 2018. Voilà, j'espère que cette information assez large sur la e-santé en HTA ne vous a pas trop ennuyé et je vous dis à bientôt.